Bonsoir. Les revendications explosives des viticulteurs du Languedoc, victimes des conditions météo et s'estimant lésés par la chute des prix du vin de table, ils ont plastiqué la nuit dernière des bâtiments publics dans les départements de l'Aude et de l'Hérault. Leur mouvement de colère n'a pas fait de victimes, mais il a fait de nouveaux dégâts. Message explosif adressé à Louis Mermaz, commentaire de Marie-Hélène Tichou. Sur les murs, une signature pour 4 attentats, CAV, comité d'action viticole. Dans l'Hérault, ici à Pézenas, était visé le trésor public. Résultat, la porte d'entrée détruite, les vitres du voisinage au sol. À Béziers, 2 foyers d'incendie ont ravagé la salle d'accueil de l'hôtel du département. Selon les enquêteurs, les attentats ont été commis avec de l'explosif agricole. Déjà, il y a quelques semaines, la région avait connu d'autres attentats. Dans le Languedoc, certains viticulteurs sont désespérés. Fin avril, les vignes ont gelé, 15% de la récolte est perdue. De plus, les cours du vin ont chuté. Le ministre de l'Agriculture, Louis Mermaz, doit se rendre mercredi à Montpellier. Il rencontrera les viticulteurs. Des dirigeants syndicaux avaient déjà condamné les premiers attentats, mais ils disent aussi comprendre le désespoir de certains des leurs. Après la nuit bleue, nuit rose, bien sûr, pour les nouveaux secrétaires d'État nommés hier soir dans le gouvernement d'Édith Cresson. Ils sont 9 nouveaux, parmi lesquels Marcel Debarge, Jean-Pierre Sueur ou encore Jean-Noël Jeanneney. Le savant dosage entre les différents courants du Parti socialiste a confirmé l'effacement des rocardiens et le rétrécissement de l'ouverture dénoncé ce soir par Michel Durafour. Mais la nomination la plus commentée a bien sûr été celle de Kofi Yamian au secrétariat d'État aux affaires sociales et à l'intégration. Ce breton d'origine togolaise est l'un des seuls maire noir de la France métropolitaine. Il a notamment créé un conseil des sages dans sa commune de Saint-Coulis, dans le Finistère. Portrait de Jean-Baptiste Prédali. Champagne à Saint-Coulis, Finistère, hier soir, monsieur le maire fête son entrée au gouvernement en famille avec sa femme bretonne et ses administrés. À 45 ans, Kofi Nianian devient secrétaire d'État à l'intégration. Pour son nouveau poste, il a déjà sa définition. Vivre en France, rester ce qu'on est et être accepté par les Français, en ayant d'abord soi-même accepté que les Français restent ce qu'ils sont. Togolais d'origine, breton d'élection, naturalisé français en 75, Kofi Nianian, c'est d'abord un parcours étonnant. Arrivé en France en 64, des études d'ingénieur, la mairie de Saint-Coulis en 89. Il y entreprend une autre intégration, celle des personnes âgées réunies dans un conseil des sages, une idée venue du conseil des anciens de Bangéli au Togo, son village natal. Ce matin, Kofi Nianian a quitté ses 360 administrés. Il est à pied d'œuvre et à Paris, auprès de Jean-Louis Bianco. L'unique immigré de Saint-Coulis a un atout. Il peut prêcher l'intégration par l'exemple. Non, mais on félicite. 70% des Français ont une bonne opinion de Madame Édith Cresson, selon un sondage réalisé par l'Institut IFOP pour le journal du dimanche, à paraître demain. Et dans une longue interview accordée à cet hebdomadaire, donc qui paraît le dimanche, Madame Cresson déclare « Je suis anti-rien, je suis pour. Cessons ces histoires jospiniens, fabusiens ou cressoniens. Tout ça, c'est absurde. » Enfin, le Premier ministre annonce qu'elle réservera au Parlement la communication des grands axes de sa politique à l'occasion du débat de politique générale sans vote qui aura lieu mercredi après-midi. Vous le savez, à l'Assemblée et au Sénat. Pas de déclaration importante donc de Madame Cresson avant mercredi prochain. Société, une filière de blanchiment d'argent, de la drogue et de l'ETA démantelée à Paris et à Bayonne. Après l'arrestation d'une vingtaine de personnes, les inculpations se multiplient dans 3 sociétés installées à Paris, à Bayonne, mais aussi à Genève. Mécanisme démonté par Bertrand Evel. Le trafic démantelé par l'Office central de répression de la grande délinquance financière porte sur la coquette somme d'1,5 milliard de francs. Cet argent sale provenait de 3 importants réseaux de drogue démantelés récemment en France et en Espagne, mais aussi et surtout des fonds occultes de l'organisation indépendantiste basque ETA. Xavier Guimont, le patron d'une des 3 sociétés financières qui procédaient au blanchiment, a été interpellé mardi à Bayonne avec 3 de ses complices. Grâce à lui, l'argent provenant de l'impôt révolutionnaire perçu par l'ETA revenait en Espagne par simple colis postaux sous forme de lingots et de pièces d'or. Ce joli trafic est maintenant terminé. 3 employés de la société parisienne Générale de Change et un dirigeant de la société suisse Interaf sont d'ores et déjà inculpés. Des mandats d'amener ont également été déposés contre les 4 personnes arrêtées à Bayonne, qui seront entendues par le parquet de Paris mardi prochain. Grâce à ce démantèlement, la machine à laver de l'ETA et des narcotrafiquants européens est aujourd'hui sérieusement endommagée.
À l'étranger, en Corée du Sud, de violents affrontements ont opposé aujourd'hui des dizaines de milliers d'étudiants aux forces de l'ordre. Plusieurs étudiants ont même cherché à se donner la mort en s'immolant par le feu. Les opposants au régime du président Roh Tae-woo avaient décidé de célébrer aujourd'hui le 11e anniversaire du soulèvement populaire de Gwangju. La Corée en état d'alerte, commentaire de Sylvie Levet. Ils se bousculent pour voir, d'autres tâchent d'éteindre les flammes, mais il est déjà trop tard. La jeune étudiante vient de s'immoler par le feu sur le campus de l'université de Yonsei à Séoul. Comme elle, 300 000 manifestants, des jeunes gens pour la plupart, sont venus rendre hommage à la mémoire de Kang Hyun-tae, cet étudiant de 20 ans battu à mort par des policiers le 26 avril dernier. Et ce n'est pas par hasard si ce jour de la mémoire correspond au 11e anniversaire du fameux soulèvement populaire de Yeonju en 1980. À l'époque, plus de 200 manifestants étaient tombés sous les balles de l'armée, téléguidés par le président d'alors, le dictateur Jun Do-kwan. Depuis, pourtant, bien des choses ont changé en Corée du Sud. Avec l'arrivée au pouvoir de Roh Tae-woo en 1987, un vent de démocratie s'est mis timidement à souffler sur la péninsule. Dans la presse, les langues se dénouent et l'opposition politique peut désormais avoir pignon sur rue. Une démocratisation de vernis, rétorque étudiants et partis d'opposition. Cette nuit, ils ont même brûlé l'effigie du président. Ce qu'ils réclament depuis des années, le retrait des troupes américaines encore présentes en Corée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout le grand rêve de réunification avec les frères communistes du Nord. Un rêve idéologique et nationaliste, somme toute marginal, dans une Corée du Sud en pleine expansion, l'un des 4 petits dragons d'Extrême-Orient. Reçu ce matin à l'Elysée, le président égyptien Hosni Moubarak a déclaré qu'il était essentiel que l'Europe soit présente dans le processus de paix en cours au Proche-Orient. Il a également estimé qu'il n'y avait aucune raison pour que les Nations Unies en soient exclues. De son côté, le président Bush a estimé qu'il y avait de vraies raisons d'être optimiste quant aux chances de paix au Proche-Orient après la 4e visite du secrétaire d'État James Baker dans la région, mais il n'a rien dit sur ce que Washington allait maintenant faire. Enfin, pour sa part, le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir a déclaré ce matin qu'il n'avait pas été question d'un assouplissement de la position israélienne lors de ses entretiens cette semaine avec le secrétaire d'État américain, M. James Baker. Le Premier ministre a souligné qu'il était opposé à la participation de l'ONU à une conférence de paix, même à titre d'observateur. Il a exigé que la conférence se limite à une séance d'ouverture. L'assouplissement, en revanche, à Bagdad, les dirigeants de l'opposition kurde et le gouvernement irakien sont parvenus ce matin à un accord de principe concernant la démocratisation du régime et sur l'autonomie du peuple kurde. Renaissance possible du Kurdistan, commentaire de Philippe Pister. Le principe du pluralisme politique et de la tenue d'élections libres est acquis, il n'y aura pas de retour en arrière. Un Massoud Barzani visiblement très optimiste ce matin lors de sa conférence de presse. Depuis 12 jours, le chef de l'un des principaux mouvements de la rébellion kurde négocie avec Bagdad l'autonomie de son peuple et la démocratisation du régime. Une visite dans la capitale irakienne qui fait suite à celle de l'autre grand leader kurde, Jalal Talabani. Précision toutefois de Massoud Barzani, aucun texte formel n'a encore été signé, les négociations continuent. D'ores et déjà, la liberté de la presse, la tenue d'élections libres et le pluralisme politique donc seraient des points acquis. Dans le futur système, l'État et le parti Baas seraient séparés, les autres partis politiques représentés au sein d'un gouvernement d'union nationale. Mais un Massoud Barzani largement plus évasif quant au statut d'autonomie du Kurdistan. Des problèmes demeurent quant à la superficie de la zone autonome. Kirkouk, la riche région pétrolière, en fera-t-elle partie? En attendant les réponses à ces questions, Massoud Barzani estime visiblement avoir assez de garanties pour en appeler son peuple au retour. Le problème est effectivement d'urgence. Les cas de typhoïde et de choléra se multiplient chez les réfugiés. En Yougoslavie, le référendum organisé demain dans la République de Croatie devrait entériner la volonté des habitants de Zagreb et de la région de prendre leur distance avec le pouvoir fédéral du pays. Un référendum sur fond de haine, de rancœur politique et historique, mais aussi de différences religieuses. Sur place, reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Paul Géroard et Philippe Guillet. Une Croatie catholique, européenne et de tradition démocratique face à une Serbie orthodoxe, balkanique et autocratique. C'est ainsi que les nationalistes croates aiment définir et simplifier le conflit qui les oppose aux Serbes. Cette présentation des choses est évidemment réfutée par les nationalistes serbes qui, eux, rappellent la complicité du clergé catholique avec le régime pro-nazi durant la Seconde Guerre mondiale. La réalité est évidemment moins tranchée. Les clergés des deux églises ont bien du mal à résister à ces passions. La fibre nationale existe chez eux aussi. Sans vouloir entrer directement dans la querelle politique, l'église catholique croate a choisi son camp. Nous sommes pour les droits
Et pour les choses que le régime actuel croate a fait pour la démocratie, pour la répression, pour la liberté de religion et tout autre chose, mais non dans le sens purement politique. Sur le territoire actuel de la Croatie vivent 11% de Serbes. Pour eux, pas question de se laisser entraîner dans une éventuelle sécession de la Croatie. Leur crainte est d'être à tout jamais coupés de leur mère patrie et de devenir des citoyens de seconde catégorie. Pour le clergé orthodoxe, la responsabilité de cette explosion nationaliste incombe à l'aveuglement et à l'ambition des politiciens du pays. Ce sont tous d'anciens communistes. Ils sont devenus démocrates en très peu de temps. Pour nous, ceux qui se sont beaucoup trompés en Yougoslavie ne sont pas capables de résoudre cette crise nationale, matérielle, mais aussi spirituelle. Conscience nationale et conscience religieuse mêlées, les églises orthodoxes et catholiques ont bien lancé un appel à la paix et au dialogue voici 2 semaines. Les milices serbes et croates n'ont pas été désarmées pour autant. Curés et popes avouent de concert que si une guerre civile éclate, leur sermon risque fort d'être inutile. L'espace maintenant, lancement réussi aujourd'hui pour la première mission spatiale soviéto-britannique. Objectif de cette mission, dépanner la station orbitale Mir. Explication Jean-Pierre Quinson. Une Anglaise de 27 ans et 2 Soviétiques. Ils forment l'équipage de la première mission spatiale soviéto-britannique. Leur départ à bord d'une fusée Soyouz a eu lieu aujourd'hui à 12h52 GMT depuis le centre spatial de Baïkonour à 2400 km au sud-est de Moscou. Ils iront s'amarrer lundi prochain à la station orbitale Mir où ils rejoindront 2 autres cosmonautes soviétiques qui y sont déjà depuis 6 mois. Ces derniers reviendront sur Terre dans 8 jours avec la cosmonaute britannique. Les 2 soviétiques lancés aujourd'hui resteront 5 mois dans l'espace afin d'installer de nouveaux panneaux solaires sur la station Mir. Quant à Mlle Sherman, la première cosmonaute britannique, elle effectuera pour sa part des expérimentations dans le domaine médical et agricole. L'équipage a souhaité dédier ce vol à la mémoire de Yuri Gagarin, dont la première mission remonte à juste 30 ans. En France, un très violent incendie s'est déclenché ce soir à Perpignan. Incendie qui a en partie détruit les 10 000 mètres carrés d'un dépôt de bois appartenant à un fabricant de meubles anciens. Les flammes attisées par de violentes rafales de tramontane atteignaient près de 20 mètres de haut. L'incendie vient d'être circonscrit, mais les dégâts sont très importants. Voici maintenant les autres faits marquants de l'actualité du jour sous forme de télégramme et avec le commentaire ce soir de Laurence Bobillier. La frégate cible d'un attentat, le centre de vacances en construction à Bidart dans les Pyrénées-Atlantiques a été fortement endommagé. Aucune revendication, mais les enquêteurs attribuent cette action à l'ex-Iparetarak, le mouvement séparatiste basque dissous en 87 qui entend ainsi dénoncer la spéculation immobilière sur le littoral. 6 000 catholiques qui suivent le pèlerinage de Chartres pour la Pentecôte sont partis à pied de Notre-Dame de Paris. À l'issue d'une marche de 108 km, ils arriveront lundi à Notre-Dame de Chartres où sera célébrée une messe selon le rite Saint-Pie V. Sur leur chemin, ils croiseront les fidèles de feu Monseigneur Lefebvre. Un aller-retour gratuit, c'est le cadeau d'Air-Inter aux voyageurs victimes de l'informatique. Hier soir, 1800 passagers ont passé une nuit mouvementée à Orly suite à une défaillance de l'ordinateur du Centre régional du contrôle aérien d'Atis-Mons. En province, près de 6000 personnes ont été touchées par ce problème technique. Le renard se jette à l'eau. Le renard, nom de baptême de ce voilier de 20 mètres, réplique exacte du dernier bateau corsaire commandé par le célèbre Robert Surcouf. Lancé aujourd'hui à Saint-Malo, cet éléphant des mers deviendra navire-école. Les sports, le Stade Toulousain, premier qualifié pour la finale du championnat de France de rugby. À l'issue d'une rencontre fertile en rebondissement, les Toulousains ont écarté le Racing, champion en titre, sur le score de 13-12. Commentaire de Didier Chaumont. Dans ce match à rebondissement, c'est le Racing qui va ouvrir la marque sur ce coup de pied de pénalité de Jean-Baptiste Lafont. Échange de bons procédés, le Stade Toulousain égalise 3 minutes plus tard par ce coup de pied bien frappé d'Ougier, 3-3. Les Toulousains, c'est le moment de la partie, ont le vent en poupe. Un drop frappé de très loin par Rouget Thomas va passer juste sous la barre. L'arbitre va commettre une lourde erreur en validant le drop. Un drop qui échappe complètement au regard des joueurs du Racing qui ne protestent pas.
Les Toulousains remarquables dans le quadrillage du terrain vont marquer le premier essai à la 38e minute. Une percée de Rancoul dans les 22 mètres du Racing pour Cazelbou, relayé par Marin. Et c'est Sigamia qui marque l'essai. Toulouse mène 10-3 à la mi-temps. Superbe récupération et bel enchaînement des joueurs du Stade Toulousain. La seconde période sera largement dominée par le Racing. Une pénalité réussie ici par Pouillot qui récidive avec un drop quelques secondes plus tard. Nouvelle pénalité que transforme une fois de plus Didier Pouillot. Le Racing mène sur le score de 12-10, mais c'est Michel Marfin des 30 mètres légèrement en coin qui va offrir le drop vainqueur à son équipe. Le Stade Toulousain participera à la finale du championnat de France au Parc des Princes le 1er juin prochain face au vainqueur du match, Béziers-Bègles-Bordeaux. Le cinéma, rien n'est encore joué au Festival de Cannes où le soleil revenu sur la croisette illumine les derniers films en compétition. En attendant demain la projection de Van Gogh de Maurice Pialat, dont on ne sait pas encore s'il sera présenté ou non, c'est aujourd'hui Jeanne Moreau qui a brillé dans le film grec Le pas suspendu de la cigogne de Théo Angelopoulos, mais le film Barton Fink des frères Cohen s'est lui aussi particulièrement illustré. À Cannes, la chronique de Michel Vial et de Christos Camilleris. Robert De Niro, l'un des favoris pour le prix d'interprétation, est depuis hier soir commandeur des arts et lettres. Il en recevait les insignes des mains du ministre de la Culture. Décidément, les jours se suivent et se ressemblent ici à Cannes pour le cinéma américain, puisqu'après la liste noire, les États-Unis présentent aujourd'hui leur dernier film en compétition, Barton Fink, des frères surdoués Joel et Ethan Cohen. Sur le thème des difficultés de la création littéraire, trouvailles et clins d'œil se succèdent pendant 2 heures en mêlant délire et tendresse, sans oublier un regard caustique sur Hollywood. Say whatever the hell you want. The writer is king here at Capitol Pictures. You don't believe me? Take a look at your paycheck at the end of every week. That's what we think of the writer. So what kind of pictures does he like? Mr. Fink hasn't given a preference, Mr. Lipnick. So how about it, Pod? Et puis les retrouvailles du festival, Marcello Mastroianni et Jeanne Moreau. Ils n'avaient pas tourné ensemble depuis La Nuit d'Antonioni en 1960. Les voici de nouveau réunis dans le film grec d'Angelopoulos, Le pas suspendu de la cigogne. Nous avons très peu de scènes ensemble, je parle tout le temps de lui. Et à la fin, quand nous nous rencontrons sur un petit pont au-dessus d'une rivière qui traverse la petite ville de Florina, à la frontière yougoslave, dans le nord de la Grèce, je le regarde et je dis, ce n'est pas lui. Doesn't make any sense now. Le film est beau, bien qu'un peu lent. Son décor est celui d'une terre d'exil noyée dans le brouillard. Des hommes y recherchent leur identité en se heurtant aux frontières qui séparent non seulement les pays et les peuples, mais aussi les corps, les cœurs et les âmes. But why now? Très rapidement maintenant, les rapports du tiercé disputés aujourd'hui à Enghien. Si vous avez joué le 7, le 5 et l'As, vous avez gagné un tout petit peu moins de 5 000 francs. Le Quartet Plus, en rajoutant le 18, rapporte un peu plus de 33 000 francs. Enfin, le Quintet Plus, pour 10 francs, et en rajoutant le 10, rapporte la coquette somme de 444 104 francs. Dans un instant, la météo très ensoleillée de Florence Klein. Prochain rendez-vous d'information, soir 3, 23 h. Je vous y retrouverai. Passez d'ici là un très bon début de soirée.